Bonsoir auditeurs et auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices de Radio-Télévision Noro Yamashariki Official. En ce samedi 25 octobre 2025, vous êtes au micro de Sendhama. Bienvenue à la IN. Vendredi 24 octobre 2025 à Chabunda, une réunion populaire avec les cadres de la FCM 23. L'équipe de mobilisation de recrutement de la FCM 23, l'équipe de mobilisation et de recrutement de la FCM 23 au Sud Kivu a rassuré la population de Luntukulu que la FCM 23 ne quittera plus cette localité car les autorités du mouvement ont compris les souffrances qu'elle a endurées depuis que le régime de Kinshasa a distribué des armes aux civils. Écoutez les témoignages. Et puis la souffrance est déjà finie, ne reviendra jamais. Je le répète, la souffrance c'est déjà fini et ça ne reviendra jamais. Nous sommes ici, nous continuerons à y être jusqu'au jour où reviendra le Christ Jésus. Est-ce que vous me comprenez bien? Que ça te blesse ou pas, ce que je connais est que nous vous disons la vérité. Nous sommes ici, nous ne quitterons pas et nous ne quitterons jamais. Est-ce que nous comprenons bien? Allez dire cela, mettez ça au fond de votre cœur et même quand tu dors, chère mère, si tu as un mari, un époux, il faudra lui dire la FCM 23 est ici et ne quittera jamais. Monsieur, si tu as une épouse, va lui dire la FCM 23 est ici et ne quittera jamais. Nous aussi, nous y sommes. Pourquoi nous vous disons que nous sommes ici et nous ne quitterons jamais? Où est-ce que j'irai moi? N'est-ce pas que je suis congolais? Chez moi, c'est à Bunyakiri. Si je vais à Bunyakiri, je vais y croiser mes frères, même plus de 20. Je suis arrivé ici, j'ai vu ma sœur ici. Je ne veux pas vous montrer ma sœur qui est ici parmi vous, mais elle est ici. Est-ce qu'elle va quitter ici ou est-ce qu'elle va aller? Si je quitte ici, où est-ce que j'irai? Ou bien vous et les autres là, ils vont quitter ici, où est-ce qu'ils iront? C'est fini et ça ne reviendra plus. Voilà, c'était à Luntukulu, c'est là qu'était l'équipe de mobilisation et recrutement. Ils ont tenu une réunion avec la population. Des généraux ont expulsé des FARDC. Par une ordonnance présidentielle non diffusée par la radio-télévision nationale congolaise, les lieutenants généraux Frank Bwamunda Tumba, Christian Chiwewe Songesa et le général de brigade Katende Batubadila Benjamin, respectivement ancien chef de la maison militaire du président, ancien chef d'état-major général des FARDC, ancien conseiller militaire privé du chef de l'État et ancien commandant adjoint
de la garde républicaine chargée des opérations et renseignements ont été radiés définitivement des forces armées de la République démocratique du Congo et renvoyés à la vie civile sans bénéficier d'aucun avantage statutaire lié à leur grade et fonction. Comme je l'ai déjà écrit et ne cesse de le rappeler, leurs arrestations, dans certains témoignages d'un des leurs, il dit « Comme je l'ai déjà écrit et ne cesse de le rappeler, leurs arrestations devraient logiquement conduire à la révision de plusieurs procès judiciaires militaires en cours. Il serait également judicieux d'enquêter sur leur probable implication ainsi que celle d'autres généraux encore en liberté dans la forfaiture macabre grotesque commise par Christian Malanga qui a bénéficié de soutien militaire issu du cercle rapproché du président selon plusieurs sources militaires de la présidence. » Fin de citation. Ne découvrez pas votre trahison en sacrifiant méchamment des innocents pour faire diversion. Il continue, je continuerai à défendre avec la même détermination mon innocence que mes procès ont été publiquement établis et je réclamerai jusque contre tous ceux qui ont participé de près ou de loin au complot ourdi contre moi en République démocratique du Congo comme à l'international. Le temps demeure le meilleur allié de la vérité. Fin de citation. Justice militaire en République démocratique du Congo, l'urgence de suspendre les procès en cours et de réexaminer les dossiers. Il est urgent de réexaminer les dossiers de certains généraux actuellement détenus à la prison de Ndoro, dont je considère l'incarcération injuste, surtout depuis l'arrestation de généraux Frank Bouamunda Ntumba, Christian Ndaiwel et Christian Chiwewe, respectivement chefs de la maison militaire du président, chef d'état-major de la force terrestre, après avoir été le sous-chef d'état-major de renseignement militaire ex-DEMIAP et conseiller militaire privé du chef de l'État après avoir été le chef d'état-major général des FARDC, l'armée congolaise. Voilà, c'est un témoignage donné par un militaire congolais dont nous gardons l'anonymat. Je pense, il continue, je pense notamment au général Pezo Bruno, ancien commandant de la 34e région militaire au Nord Kivu, au général de brigade Inyengele Bakati Erickson, ancien commandant adjoint de la garde républicaine en charge des opérations et renseignements, au général de brigade Kalume Diumba Freddy, chef du département de la sécurité des frontières au sein du sous-état-major de renseignement des FARDC, au colonel Patrick Mboma, directeur financier de la 34e région militaire, ou encore au lieutenant-général Ilunga Kampete Gaston Hugues, ancien commandant de la base militaire de Kitona, au général de brigade Moutopek Dieudonné, ancien commandant adjoint en charge des renseignements de la 34e région militaire au Nord Kivu, que je l'ai laissé très malade, pratiquement sans soins adéquats, ainsi de suite, tous détenus actuellement à la prison militaire de Ndoro. Voilà un témoignage d'un militaire qui a été incarcéré, puis après relâché. Il a été mis en liberté. Enfin, il a témoigné concernant ses collègues, ses compagnons militaires qui étaient incarcérés à Ndolo. Sous leur direction, l'armée et les opérations militaires à l'Est étaient gérées à distance depuis Kinshasa, sans leur présence effective sur le terrain. Cette gestion opportuniste a favorisé leur enrichissement personnel à travers le détournement des fonds
et la cannibalisation des matériels militaires. Des conséquences de ces pratiques ont été désastreuses. Affaiblissement structurel et fonctionnel des forces armées congolaises et aggravation de la débâcle des FARDC dans l'est de la République démocratique du Congo. Ces généraux, rejoints par d'autres officiers de leur cercle rapprochés, ont par ailleurs instauré un système de clientélisme et de patronage. Celui-ci repose sur une loyauté parallèle des officiers à leur égard, consolidant ainsi leur mainmise sur la hiérarchie militaire. Sur le plan judiciaire, ils ont mis sous leur coupe le lieutenant général Lucien René Likoulia, l'auditeur général militaire, le lieutenant général Joseph Mutombo Katalai, premier président de la haute cour militaire. Ces deux responsables de la justice militaire ont chargé de valider et de donner des consignes relatives aux décisions judiciaires à prendre par les tribunaux militaires, tout en s'assurant d'une autre validation politique de la part d'un membre influent de la famille biologique du chef de l'État, novice dans les questions militaires et sécuritaires qu'ils ont en quelque sorte pris en otage et qui leur sert de parapluie politique. Le rôle du colonel Raphaël Muzimba, dit colonel RAF, chargé des opérations au sein de la DEMIAP, renseignement militaire, mérite particulièrement une attention particulière. En étroite connivence avec Tumba Ndaiwel et Makombo, l'actuel chef de la DEMIAP, il aurait joué un rôle central dans l'arrestation de plusieurs officiers généraux accusés souvent à tort dans des dossiers judiciaires montés de toutes pièces, prétendument liés à la déstabilisation des institutions de la République. Ces trois généraux qui constituaient en réalité le véritable noyau dirigeant de la défense ont déployé des stratagèmes pour neutraliser tout officier susceptible de leur faire de l'ombre. Leur intention manifeste était de s'assurer une mainmise totale de la gestion de l'armée. Ils impliquaient leurs adversaires dans de faux projets de coup d'État qu'ils préparaient eux-mêmes ou les accusaient de détournement de fonds et de collision avec l'ennemi. Ainsi, plusieurs officiers ont été victimes de ces machinations, arrêtés puis remplacés par des éléments loyaux au trio. Les accusations portées contre eux étaient dénuées de fondement. Lors des auditions du procès Malanga, certains prévenus ont affirmé que le colonel Raf leur présentait des photos de certains généraux et qu'on leur demandait de déclarer qu'ils étaient en contact avec eux afin de justifier leur neutralisation. Les procès-verbaux et vidéos de ces auditions existent. Un des officiers ayant plus que probablement fait les frais de l'affaire Malanga est le général de brigade Kalume Diumba Freddy, chef du département de la sécurité des frontières à l'état-major du renseignement des FARDC. Son procès s'est ouvert le 26 septembre 2025 devant la haute cour militaire à Kinshasa pour violation de consignes. À l'époque, les généraux Kalume, adjoint de Ndaiwel, chef du département de la sécurité extérieure de la DEMIAP, et Patrick Sassanzita, surnommé Mobutu,
âgé de Ndaiwel, chef de département de la sécurité intérieure de la DEMIAP, était perçu par Christian Ndaiwel comme de concurrent direct pour la direction de la DEMIAP. Leur nom circulait dans les milieux militaires et politiques comme de possibles successeurs de Ndaiwel. Pour les neutraliser, des artifices judiciaires ont alors été montés. Le général Freddy Kalume a ainsi été accusé d'avoir mal accompli sa tâche de surveillance des frontières et de collecte des informations. Or, à l'audience du 26 septembre 2025, il a clairement expliqué que les flux de renseignements ne passaient pas directement par son département. Selon ces déclarations, les chefs de postes aux frontières transmettent les informations par voie de secrétariat à la hiérarchie, c'est-à-dire à Christian Ndaiwel, sans que le département de la sécurité extérieure en soit informé. Les orientations revenaient ensuite à son département après traitement par le chef Christian Ndaiwel. Quant au général Sassan Zita, il a lui aussi été inquiété dans l'affaire Malanga. Arrêté brièvement en juin 2024 et détenu à la prison de Makala, il a été libéré avant d'être poursuivi dans une nouvelle affaire d'accusation de viol de la lieutenant-colonel Viviane Masika Mupira. Cette dernière, en réalité d'origine rwandaise, dit-on, est adoptée par une famille nandaise après le génocide contre les Tutsis de 1994, est une officier supérieure sulfureuse et controversée au passé trouble. D'après plusieurs sources concordantes recueillies à la prison militaire de Ndoro, Viviane Masika aurait été impliquée dans l'assassinat du colonel Mamadou Ndara ainsi que dans la fausse accusation portée contre le lieutenant-colonel Birocho Nzanzu, expert en renseignement sur la question des ADF condamnés injustement à mort dans la même affaire. Pourtant, le colonel Birocho ne cessait d'affirmer qu'il a plusieurs fois dénoncé à sa hiérarchie l'existence des réseaux internes et externes de l'ennemi ADF au sein de l'armée congolaise. Une thèse souvent avancée dans plusieurs publications d'Afridesk. Le cas du général Rickson Bakati est également révélateur de ces pratiques mesquines. Alors numéro 2 de la garde républicaine et pressenti pour remplacer Chiwewe, il a été arrêté à son retour du Maroc où il suivait des soins médicaux sans en connaître des raisons. Au cours d'un procès, un de ses co-accusés, Jacques Nzanzu, a publiquement reconnu que c'est sous la torture, les menaces et sur instruction du colonel Raf Muzimba qu'il avait été contraint de citer le nom du général Bakati. Nzanzu a même demandé pardon au général Bakati lors d'une audience foraine en décembre 2024, en vain car l'officier du ministère public a requis 15 ans d'emprisonnement contre ce brave général discret et efficace qui s'est dévoué toute sa vie pour la défense de la République démocratique du Congo. Durant ma propre incarcération, le témoignage donc, à la DEMIAP, puis à la prison militaire d'Ndoro, j'ai mené une enquête minutieuse sur les dynamiques qui sous-tendent ces arrestations arbitraires. Dans la plupart des cas,
Il ne s'agit que de règlements de comptes personnels motivés par des ambitions mesquines et une instrumentalisation manifeste de la justice militaire. Les arrestations arbitraires ne visent plus seulement les militaires de haut niveau, comme en témoignent les cas de François Beya Kassonga, ancien conseiller spécial du chef de l'État, ou encore de Salomo Della Kalonda, proche collaborateur de l'opposant Moïse Katumbi. Désormais, des simples civils subissent les mêmes dérives. Selon son avocat, Maître Fidel Bayaouli Ramazani, depuis la nuit du 3 au 4 septembre 2024, M. Charles Ouazabanga Baya est détenu illégalement. Enlevé à Kinshasa par des militaires non identifiés, il a été séquestré au camp Tchachi de la garde républicaine, puis transféré à l'ADEMIAP, alors dirigé par le général Ndayouel, où il a subi des tortures physiques et psychologiques. Victime d'un AVC en détention, il n'a jamais bénéficié de soins médicaux appropriés, perdant plusieurs dizaines de kilos et se trouvant aujourd'hui dans un état de santé critique. Derrière des accusations infondées de déstabilisation des institutions, jamais prouvées au cours de la procédure judiciaire devant le tribunal militaire, se cache un litige foncier unique. L'arrestation de généraux Franck Boamunda Ntumba, Christian Ndayouel et Christian Chiwewe ouvre désormais la voie à une réévaluation en profondeur. Ces arrestations montrent que ces généraux avaient pris l'armée congolaise en otage et n'ont pas été les hautes autorités congolaises à prendre de bonnes décisions dans la gestion des affaires militaires de la République démocratique du Congo. Il est donc impératif de diligenter des enquêtes sérieuses et de revoir les dossiers d'accusation visant non seulement ces généraux, mais aussi d'autres officiers supérieurs injustement poursuivis dans le cadre de cette guerre d'influence au sein de l'armée. Certains d'entre eux, à l'image des généraux Erickson Bakati, Bruno Mpezo, Mutupeke et Ilunga Kampete, sont unanimement reconnus pour leurs compétences et leur rigueur. Leur mise à l'écart prive aujourd'hui l'armée d'un savoir-faire et d'une expertise précieuse à un moment où elle souffre d'un déficit criant de leadership au sein du haut commandement, à un moment où les FARDC peinent à contenir les offensives de l'AFC M23. Comme vous l'avez certainement constaté lors de mon procès, donc je parle de lui, le témoin, dans l'affaire Malanga, cela était un secret de polichinelle. La justice congolaise est sérieusement, gravement malade. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le président Félix Tshisekedi lui-même qui l'a déclaré. Malgré ce constat et la tenue des États généraux sur la réforme de la justice en novembre 2024, la justice congolaise reste agonisante. La politisation de la justice est banalisée en République démocratique du Congo et devient une règle judiciaire récurrente. Le chef de l'État semble indifférent aux interférences de ses collaborateurs et de certains membres de sa famille dans la conduite judiciaire. Ces derniers donnent régulièrement des instructions, sa famille donc, la famille du président, aux magistrats sur les décisions à prendre dans certains dossiers, comme ce fut le cas pour moi, c'est le témoin qui parle de soi, selon une pratique couramment appelée consigne,
Cette situation est particulièrement manifeste, systématique et systémique dans le cadre de la justice militaire où le juge doit faire valider ses décisions par sa hiérarchie militaire avant de les prononcer. Ce dernier en discute ensuite avec les autorités politiques pour en recevoir les instructions. L'indépendance des magistrats est ainsi systématiquement bafouée. En République démocratique du Congo, les palais de justice congolais résonnent encore à nouveau des échos du clientélisme, de la corruption, du népotisme et des trafics d'influence. De nombreux officiers militaires compétents, capables d'apporter leur expertise dans la conduite des opérations à l'Est, se retrouvent neutralisés et injustement incarcérés, comme cela fut mon cas, c'est le témoin qui parle de lui, pour des raisons de règlement de comptes personnels ou d'intérêts privés de certains généraux proches du président de la République. Ces pratiques portent un préjudice direct à l'efficacité opérationnelle de l'armée. Derrière ces arrestations arbitraires et ces accusations judiciaires sans fondement, ce sont des vies innocentes qui sont mises en danger dans les prisons congolaises, souvent comparables à des véritables mouroirs, et des familles entières qui se retrouvent plongées dans la détresse. Il est donc urgent de suspendre tous les procès militaires en cours relatifs aux prétendus actes de déstabilisation des institutions de l'État ou de collision avec l'ennemi afin de réexaminer chaque dossier minutieusement au cas par cas. Cette démarche répond à une urgence à la fois humanitaire et juridique, indispensable pour protéger les militaires injustement poursuivis. Nous proposons que le chef de l'État et le ministre de la Justice instituent systématiquement une équipe de consultants juridiques indépendants, exempts de toute pression politique, militaire ou familiale, pour accompagner les grands procès ayant un impact direct sur la sécurité nationale. En effet, il arrive fréquemment que certains collaborateurs militaires ou judiciaires transmettent des rapports biaisés ou mensongers, allant jusqu'à influencer illégitimement les décisions des magistrats. Ce type de dérive fut constaté, notamment dans mon cas, le témoin parle de lui-même, lors du procès dit Malanga où des décisions judiciaires furent imposées aux juges qui me l'ont avoué par la suite. Voilà, la machine judiciaire militaire congolaise est malade. Walikale, la société civile locale plaide pour une assistance urgente en faveur des déplacés de Kibua. Le noyau de la société civile de Kibua en groupement Ihana dans le territoire de Walikale, Nord Kivu, dresse un tableau particulièrement sombre de la situation humanitaire des déplacés internes cantonnés dans ce village. Ces populations ayant fui les récentes violences armées dans plusieurs agglomérations vivent dans des conditions extrêmement précaires. Selon Emmanuel Misuba, vice-président de cette structure citoyenne, les déplacés rencontrent d'énormes difficultés liées à leur survie quotidienne. Il dit, ces familles manquent de tout. Elles ont du mal à trouver à manger et l'accès aux soins médicaux est quasiment inexistant car même l'hôpital général de la place avait été dépouillé de tout par les éléments Wazalendo, déplore
L'activiste souligne que même les familles d'accueil déjà éprouvées par la crise économique locale peinent à subvenir à leurs propres besoins. La cohabitation avec les déplacés accroît ainsi la pression sur les ressources limitées de la communauté hôte. Il ajoute: ces habitants de Kiboua viennent à peine de sortir eux-mêmes d'une situation difficile après les affrontements dans la zone. Aujourd'hui, ils partagent le peu qu'ils ont avec d'autres familles qui ont tout perdu, ajoute M. Misuba. Face à cette situation préoccupante, la société civile plaide pour une assistance humanitaire urgente afin de prévenir une aggravation de la crise. Elle appelle les autorités locales, provinciales, les partenaires humanitaires à intervenir rapidement pour apporter une aide alimentaire, médicale et logistique. Ces déplacés proviennent principalement de Pinga, Mungazi, Kachebere et d'autres villages passés sous contrôle de la FCM 23. L'arrivée massive des déplacés à Kiboua témoigne l'ampleur de la crise sécuritaire qui continue de frapper plusieurs zones du territoire de Walikale. Le plan de Trump visant à réunir le président Paul Kagame du Rwanda et Félix-Antoine Tshisekedi de la République démocratique du Congo a été reporté. Le président Donald Trump des États-Unis a reporté le plan visant à réunir son Excellence Paul Kagame du Rwanda et Antoine Félix Tshisekedi de la République démocratique du Congo lors d'une cérémonie de signature des accords finaux. Le 27 juin 2025, le Rwanda et la République démocratique du Congo avaient signé un accord de paix sous la médiation des États-Unis. Les deux pays étaient représentés par leurs ministres des Affaires étrangères respectifs. Trump avait indiqué que ces nations devaient conclure un nouvel accord de coopération économique censé contribuer à instaurer une paix et un développement durable dans la région des Grands Lacs de l'Afrique. Cependant, il est apparu que pour rendre cet accord économique possible, certaines questions sécuritaires, notamment le démantèlement des FDLR et la levée des mesures de défense instaurées par le Rwanda, devaient d'abord être réglées. Les États-Unis prévoyaient d'envoyer en République démocratique du Congo le commandant de leurs forces en Afrique, le général Dagvin Anderson, le 15 octobre afin de discuter de ces questions avec les autorités congolaises et la mission de l'ONU pour la paix, MONUSCO. Cependant, cette visite n'a finalement pas eu lieu. L'annulation du déplacement du général Anderson s'explique par le refus de la République démocratique du Congo de signer l'accord de coopération économique avec le Rwanda prévu pour le 3 octobre. Il a encore été décidé de poursuivre les discussions afin de résoudre les différends encore en suspens. Si la République démocratique du Congo avait conclu cet accord économique avec le Rwanda, Trump aurait réuni les présidents Paul Kagame du Rwanda et Félix-Antoine Tshisekedi de la République démocratique du Congo à Washington le 23 octobre. Mais ce projet a été modifié et repoussé au 13 novembre selon le magazine Jeune Afrique. Le processus de Doha, très attendu. Depuis mars 2025, le Qatar accueille à Doha des pourparlers entre les représentants du gouvernement de la République démocratique du Congo et ceux de l'Alliance AFCM 23 dans le but de résoudre durablement leurs différends.
Les États-Unis souhaitent organiser la rencontre entre le président Kagame et Tshisekedi une fois que la République démocratique du Congo et la FCM23 auront signé un accord de paix. Toutefois, les négociations de Doha se heurtent encore à de nombreux obstacles. Bien que le 14 octobre, la République démocratique du Congo et la FCM23 soient convenus de créer un mécanisme de suivi du cessez-le-feu, les affrontements se poursuivent dans plusieurs zones des provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu, les deux camps se rejetant mutuellement la responsabilité. La semaine dernière, le Qatar a soumis aux deux parties un nouveau projet d'accord de paix. Cependant, certains points demeurent litigieux, notamment la demande de la FCM23 de conserver le contrôle des zones qu'elle occupe jusqu'à la mise en place d'un gouvernement d'union nationale. Le gouvernement congolais, pour sa part, reste intransigeant sur la question de la souveraineté nationale, estimant qu'il est inacceptable que la FCM23 continue d'administrer une partie du territoire alors qu'elle ne fait pas partie des forces armées légales. Le Qatar poursuit ses efforts pour rapprocher les positions des deux camps, mais il est clair que la tâche s'annonce difficile, chaque partie refusant de faire des concessions. Alors que les pourparlers de Doha se poursuivent, plusieurs observateurs de la situation dans l'est de la République démocratique du Congo craignent une nouvelle escalade du conflit qui réduirait en néant tous les progrès accomplis vers la paix. Comment les soldats burundais ont trompé les Banyamulenge avant de leur faire du mal. L'homme politique Maître Moïse Nyarugabo, ancien ministre de l'économie et sénateur de la République démocratique du Congo, a dénoncé la manière dont les soldats burundais continuent d'imposer aux Congolais détenus Banyamulenge une forme de néocolonialisme, tout en condamnant les crimes contre l'humanité que ces troupes commettent sur le territoire congolais. Dans une interview accordée à Bwiza TV le vendredi 24 octobre, Nyarugabo a expliqué qu'au départ, les forces burundaises étaient entrées en République démocratique du Congo dans le cadre de la Communauté d'Afrique de l'Est, East African Community. Mais lorsque les troupes des autres pays se sont retirées, celles du Burundi sont restées sur place en vertu d'un accord signé entre Gitega et Kinshasa. Il a ajouté que, par la suite, ces troupes ont commencé à corrompre et à manipuler les combattants Maïmaï appelés Wazalendo en leur fournissant des fusils et des munitions, y compris des armes lourdes, tout en soutenant leurs opérations militaires. Maître Moïse Nyarugabo a poursuivi en disant: chaque fois que nous interrogions les autorités burundaises, elles nous assuraient qu'elles ne combattraient pas les Banyamulenge, affirmant que leur seul problème concernait ceux qu'elles considéraient comme des ennemis, à savoir le Red Tabara. C'est en réalité une ruse destinée à nous tromper afin de leur permettre de mettre en œuvre leur plan en secret, a dit Maître Moïse Nyarugabo. Ce responsable politique a révélé que les armes remises par les Burundais aux Maïmaï ont ensuite été utilisées pour tuer les Banyamulenge, détruire leurs villages et voler leur bétail, soulignant que, de ce fait, le gouvernement burundais et son armée portent la responsabilité de tous les crimes commis par leurs alliés qu'ils continuent de protéger.
Il a poursuivi en indiquant qu'ensuite les soldats burundais ont poursuivi cette guerre en participant à tous les combats et attaques menés contre les combattants du mouvement Twirwaneho ainsi que contre les villages de Banyamulenge. Il a déclaré que les soldats burundais ont été aperçus sur toutes les lignes de front aux côtés des FARDC, des Wazalendo, des FDLR, notamment à Point Zéro, à Kipupu, à Rugezi et ailleurs. Ils ont également été impliqués dans tous les affrontements survenus à Mikenge, à Marunde, Birarombiri, Rugezi et dans d'autres localités. Nyarugabo a affirmé que depuis le début de l'année 2025, les forces burundaises ont pris à leur compte toute la guerre menée par le gouvernement Tshisekedi dans l'est de la République démocratique du Congo. Ces troupes mènent actuellement leurs opérations dans les hautes montagnes de Fizi, Mwenga et Uvira. Il a précisé qu'à ce jour, le Burundi dispose de plus de 10 000 soldats déployés au Sud Kivu, répartis entre 12 et 15 bataillons avec plus de 70 positions militaires établies dans la région. Il a expliqué que les troupes burundaises traversent la frontière de Kavimvira en empruntant deux itinéraires principaux. Les unes montent vers les collines en direction de Kirungwa, Kishembe, Mitamba, Kajoka, Ruhuha, Marimba et Murambia. Les autres passent par Baraka, Fizi, pour aller soutenir les FARDC et les Wazalendo à Mulima, Point Zéro, Rugezi et dans d'autres zones. Maître Moïse Nyarugabo a également indiqué que les forces burundaises ont construit un pont sur la rivière Ruzizi, près de Sange, par lequel des milliers de soldats traversent pour se rendre à Remera et Murenge, où elles ont établi leur première base, ainsi qu'à Kagabwe, où elles disposent de deux positions militaires. Actuellement, les troupes burundaises continuent de s'emparer de tous les villages Banyamulenge dans les zones de Itara, Kigoma et Bijambo dans le territoire d'Uvira. Elles contrôlent également le territoire de Fizi, depuis Rugezi jusqu'à Nyamara, où elles possèdent plus de 70 positions militaires. Selon Maître Moïse Nyarugabo, il est nécessaire de se demander pourquoi les troupes étrangères s'imposent ainsi sur un territoire qui n'est pas le leur, avec un effectif militaire largement supérieur à celui de notre pays et de nos combattants patriotes. Il a expliqué que du fait que les forces burundaises les plus nombreuses et les mieux armées coopèrent avec les FARDC, les Wazalendo, tous agissant sous leurs ordres, elles ont mis en place un système d'encerclement et de blocus dans les zones habitées par les Banyamulenge, comme s'il s'agissait de camps nazis. Il a en outre critiqué les troupes burundaises pour avoir fermé la seule route menant à Mitamba, où les habitants s'approvisionnaient en nourriture, au lieu d'ouvrir le marché de Murima Minembwe, comme cela avait été promis. Maître Moïse Nyarugabo a déclaré que les Banyamulenge qui avaient tenté de se rendre dans cette zone entre le 16 et le 18 octobre 2025 ont été arrêtés, battus, insultés, puis renvoyés à Minembwe. Il a ajouté que les soldats burundais ont ordonné aux Banyamulenge de quitter Mikenge afin de permettre à leurs propres troupes et à leurs alliés de s'approprier la région, précisant qu'il est désormais évident que l'objectif est de les expulser définitivement. Nyarugabo a adressé un message au Burundi en déclarant:
Mikenge ne se trouve ni à Gitega, ni à Chankuzo, ni à Ruyigi, ni à Kirundo, et encore moins à Bujumbura. Il a également appelé les forces burundaises à faire preuve de retenue, rappelant que leur pays et les Banyamulenge resteront toujours voisins, même après le départ du président Tshisekedi du pouvoir, avertissant qu'elles ne parviendront jamais à déraciner les Banyamulenge de leurs montagnes. Selon Nyarugabo, les Burundais exigent l'impossible car les Banyamulenge n'ont d'autre choix que de se défendre. Ceux qui échapperont au bal mourront de faim ou de maladie, puisqu'il est désormais impossible d'avoir accès à la nourriture ou aux médicaments. Ce responsable politique a enfin condamné le silence de la communauté internationale face au massacre commis par les troupes burundaises contre ces Congolais et a critiqué les organisations humanitaires pour leur inaction en ne fournissant ni vivres ni aide à ces populations pourtant en détresse. Auditeurs et auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices de Radio-Télévision Nourou Mashariki Official, c'est ici que s'achève notre bulletin d'information. Nous vous remercions pour votre aimable attention et vous souhaitons une excellente soirée. Vous étiez au micro de Selam.